L'idée, c'était évidemment dès le début, on s'est dit qu'il y avait une demande sociale bien légitime de la part des Polynésiens. Pourquoi nous? Pourquoi est-ce que c'est arrivé chez nous, d'une certaine façon? C'est la question élémentaire. Et là, je vais essayer... Alors, on a apporté des éléments de réponse dans le livre, et je vais apporter quelques éléments supplémentaires en me centrant sur une figure qui est celle du général Thierry. Alors, c'est un nom qui, à mon avis, n'était pas très familier. Les historiens n'en ont jamais parlé. Je ne pense pas que les Polynésiens aient une mémoire particulière du général Thierry, qui, en fait, a beaucoup commandé les choses depuis Paris et qui avait un second sur place, qui était le vice-amiral Lorrain. Pourquoi s'intéresser à une personne? Je ne suis pas fanatique de l'explication monocausale en histoire, loin s'en faut. Mais il est intéressant, de fait. Il va jouer un rôle clé dans le choix de la Polynésie. Et pourquoi c'est intéressant de consacrer 25 minutes aujourd'hui à lui, c'est parce que c'est un militaire et qu'évidemment, c'est une des institutions centrales dans le processus de décision, que c'est aussi une trajectoire très représentative de beaucoup d'enjeux qui tournent autour du CEP, et puis c'est un caractère. Alors, je crains que la définition ne vous permette pas là de lire, mais donc ça c'est son dossier de carrière qu'on retrouve aux archives de la Défense, et puis à droite, c'est une petite annotation de sa main rageuse pour dire « Je ne peux accepter ces propositions qui ne sont pas raisonnables », il s'agit de son salaire, c'est assez curieux de le voir négocier son salaire quand il prend la direction des centres d'essais nucléaires. Alors, pourquoi suivre un individu? D'abord, ça a un sens, je pense, scientifique, c'est un sens aussi pédagogique. C'est suivre une personne, ça permet de suivre les méandres d'un processus très erratique. C'est très compliqué et on ne peut pas se satisfaire d'explications simples sur le choix de la Polynésie. Pourquoi? D'abord parce que c'est un processus secret, donc en soi c'est toujours compliqué, mais surtout les buts sont instables. Les buts techniques, parfois on veut faire une bombe A, parfois une bombe H. Les enjeux géopolitiques qui font que parfois on va la faire en souterrain ou on peut la faire en souterrain et parfois en aérien. Et puis parce qu'il y a des choses que les archives disent qui sont explicites, et puis il y a des choses qui sont implicites. C'est ça qui est le plus difficile à reconstituer. Et ça, c'est là que les témoignages sont importants, oraux. Voilà, première chose. Deuxième chose, pourquoi un militaire? C'est que le processus de déclassification en cours, il est très généreux sur les archives militaires, il l'est moins sur le CEA. Il y a une asymétrie, et donc je sais plus de choses sur les militaires. D'ailleurs, il y a un autre centre d'archives, une autre institution que vous connaissez peut-être parce qu'on en a beaucoup entendu parler avec la crise sanitaire, c'est le Conseil de défense. Le Conseil de défense, vous savez, Emmanuel Macron, à un moment, presque chaque semaine réunissait un conseil de défense. Ce conseil de défense, il dépend d'une institution qui est méconnue des Français, qui est le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Cette institution, elle vise à mettre en contact le politique et les experts militaires. Et cette arène-là, qui produit des archives passionnantes dans les années 60, est le lieu où on peut voir justement mesurer l'impact de l'ingénieur civil, enfin le chef du CEA, soit l'administrateur, soit le haut-commissaire, les militaires, les plus hauts gradés et les politiques. Ensuite, l'action de Thierry s'inscrit dans une continuité, on va revenir très rapidement sur son parcours, qui permet de voir différentes cultures institutionnelles et ces trois grandes institutions qui est le politique, l'exécutif, le militaire et le CEA qui jouent toutes les trois un rôle important. Juste pour vous dire que le CEA et le militaire, par exemple, c'est deux acteurs qui ont des rapports de lutte qui sont souvent conflictuels. Là, je vous mets une petite anecdote parce que j'ai pas tant d'archives du CEA, mais voilà une archive du CEA qui montre comment Viard, qui est le chef des essais au CEA, regimbe contre Thierry qui, lui, a fait des mauvaises façons. On va faire cet exposé très classiquement, parce qu'on est historien en trois parties. Rapidement, vous présenter ce qu'on arrive à savoir, on ne sait pas tant de choses, mais quand même, sur le général Thierry avant le CEP. Puis on va voir, à proprement parler, son rôle dans le processus de choix, à la fois technique, politique et culturel, avec ses fameux critères implicites. Et enfin, on verra comment il prend quasiment seul, non pas la décision, mais il donne aux politiques une seule solution, la Polynésie ou rien. Donc, évidemment, les politiques vont sanctionner un choix qui est finalement un faux choix, puisqu'ils ont une seule solution technique qu'on leur propose, d'où l'importance quand même du processus militaire. Ça ne veut pas dire que Thierry est tout décidé, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un super acteur qui fait tout, et il y a quand même quelqu'un qui joue un rôle important. Voilà une archive du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, on voit De Gaulle, qui impose à tout le monde son calendrier pour la bombe H, qui a un impact. C'est ce calendrier-là, précipité par De Gaulle, contre son Premier ministre, contre la plupart des ministres et des généraux, des chefs d'état-major, qui va conduire Thierry à devoir chercher un nouveau site, parce qu'on ne peut pas faire la bombe H en Algérie pour différentes raisons. Alors, général Thierry, en deux mots, c'est un patriotisme républicain. Son grand-père est cheminot à Langres. Son père est normalien, donc déjà ça monte vite. Son père est un physicien et fait partie des pionniers de l'aviation civile à travers une discipline qui est en plein essor à ce moment-là, qui est la mécanique des fluides. Et l'État français, et c'est ça qui est intéressant, dans l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, prend la mesure de l'importance de la science pour avoir une arme moderne qui est l'avion, qu'il soit de chasse, de reconnaissance ou de bombardement. Et du coup, l'État décide de créer des chaires universitaires, donc
on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de lien parfois un peu incestueux entre la science et l'État. Et il se trouve que le père de Jean Thierry, notre général, se voit donner la responsabilité de diriger l'Institut de mécanique des fluides à Strasbourg. Et le petit Jean Thierry, il grandit dans cette atmosphère. Son frère va prendre la chaire de Sorbonne sur la mécanique des fluides. Lui va rentrer à l'IX, comme tous les acteurs, on en parlera dans un instant, donc à Polytechnique en 1933. Il sort de l'IX en 1935 et il prend la toute nouvelle armée de l'air qui a été fondée en 1933. Jérôme de Lespinois pourra vous en parler longuement. Et donc, il rentre dans cette armée qui est pas encore, qui est une toute petite arme, nouvelle, et tout ça déjà, vous voyez, nous fait un premier contexte. Deuxième contexte, une sensibilité nationale et j'ai envie de dire anti-impériale. Ça ne veut pas dire qu'il est contre un empire français, mais qu'il a intégré pendant la Deuxième Guerre mondiale une escadre de la Royal Air Force et qu'il a senti, comment dire, l'inconfort de ne pas être chez soi et il va en tenir compte quand il va faire le CEP. Il veut que le CEP soit aussi une entreprise polynésienne. Ça ne veut pas dire que ce soit un militant anticolonialiste. Il est en 1947 à Madagascar, sous les ordres de Chevigné, le gouverneur, qui massacre plusieurs dizaines de milliers de malgaches pour faire une pacification, comme on dit, coloniale. Mais n'empêche qu'il a, vous voyez cette citation, cette idée qu'il faut éviter l'impérialisme des forces américaines de l'OTAN en Europe et il faut être dans un autre rapport d'intégration, d'association entre les Polynésiens et les Popas. Bon, je passe sur ce document. Ensuite, deuxième chose à savoir sur notre ami Jean Thierry, c'est un polytechnicien et ça joue un rôle parce que parmi les militaires qui s'occupent du fait nucléaire, ils sont tous quasiment polytechniciens. C'est le cas de son chef, le premier commandant interarmées des armes spéciales, c'est-à-dire de la chose nucléaire, le général Ayret, qui par ailleurs a fait de la résistance, qui a été déporté et torturé à Buchenwald. D'autre part, le général Jean Crépin, dont on parlera à plusieurs reprises aujourd'hui, qui travaille sous la 4ème République déjà à essayer de trouver des fonds pour constituer une arme nucléaire et qui va être le premier inspecteur en chef, on va dire, du CEP quand il se construit, qui joue un rôle très important. Un X-28 et une génération, les polytechniciens de 28 sont très nombreux dans cette aventure. Et même quand il vient faire sa fameuse reconnaissance dont on reparlera à plusieurs reprises, le général Thierry, il prend un marin polytechnicien, ce qui n'est pas si courant, et il le note. Tout ça pour dire qu'il y a des réseaux. C'est donc pas un seul homme, c'est pas toute l'armée, on est dans une espèce d'entre-deux où on voit des réseaux et c'est la même chose du côté des civils, CEA-DAM, où ils sont tous polytechniciens quasiment à cette époque, à quelques exceptions. Ça joue un rôle dans notre histoire parce que ça hiérarchise les choses, c'est-à-dire que l'un qui n'est pas polytechnicien, Buchalet, qui est le directeur de l'ancêtre de la direction des applications militaires, qu'on appelle le bureau d'études générales à l'époque, n'est pas polytechnicien et il se fait un peu titiller par Ayret, qui est le militaire. Donc le civil, même s'il est général, mais qui est du côté de l'institution civile, CEA, n'est pas polytechnicien. Donc il y a une forme de hiérarchie, ça peut jouer parfois, mais c'est aussi une forme de passerelle. Par exemple, lorsqu'il y a le grand accident de Beryl en Algérie le 1er mai 62, ça chauffe très clairement entre les ingénieurs CEA et les militaires, et ils vont un petit peu se réentendre grâce à cette connivence de polytechniciens. Comme le dit Thierry, on est de deux promotions différentes dans un témoignage qu'on a enregistré dans les années 70, donc là c'est vraiment pas nous, en 76, deux promotions différentes de l'IX, et c'est très bien arrangé. Troisième chose à savoir sur Thierry avant Thierry, et Thierry avant le nucléaire, et Thierry après le CEP aussi, pour comprendre la cohérence de sa pensée, c'est que c'est quelqu'un qui est attaché à la dissuasion, mais qui n'est pas un gaulliste dans le sens ni politique ni nucléaire du terme. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de cette doctrine qui consiste à dire que l'arme nucléaire est en fait une arme de non-emploi qui vise à la dissuasion. Il n'est pas forcément hostile à la constitution d'armes tactiques, c'est-à-dire d'armes d'emploi du nucléaire. Et surtout, plus étonnant, à la fin de sa carrière, quand il a fini au CEP, où il a été le premier commandant, le premier d'Irsen, il va rejoindre le Parti radical, et notamment un parti radical aujourd'hui n'existe quasiment plus, mais qui est très hostile à la doctrine gaulliste, et qui est dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui va faire un très court passage quelques années plus tard dans le gouvernement de Giscard d'Estaing, parce que son opposition au nucléaire est connue et qui veut clairement fermer le CEP. Donc vous voyez, c'est quand même plus compliqué que ça en a l'air. On n'a pas avec Thierry une espèce de gaulliste qui serait le chien, la voix de son maître, qui serait complètement docile. En revanche, et je pense que ça c'est important, il faut l'avoir dans l'esprit, c'est quelqu'un qui est un serviteur de l'État et qui va accepter, donc ça, c'est juste pour vous dire aussi que c'est pas non plus un gaucho de première, parce qu'il écrit en 88 une tribune avec d'autres généraux dans le Figaro pour appeler les électeurs français à ne pas voter pour Mitterrand, mais pour Jacques Chirac. Donc vous voyez, il n'est pas gaulliste, mais enfin il n'est pas socialiste non plus, il est plutôt dans une espèce d'entre-deux, et il va se faire taper, là c'est une lettre très sévère de Jean-Pierre Chevènement que j'ai retrouvée dans son dossier, qui lui dit, attention, vous avez un devoir de réserve, vous n'avez pas le droit de vous engager dans la campagne 88 présidentielle.
question fondamentale pour moi, et je pense pour vous, c'est qu'est-ce que c'est que décider un site d'essai nucléaire en régime démocratique? Et là-dessus, je dois dire qu'il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que la France était une démocratie avant la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre, mais la Deuxième Guerre va valoriser d'une certaine façon, à travers l'expérience notamment de la résistance, la clandestinité, va redonner une forme de lettre de noblesse à un secret qui n'est normalement pas très bien vu en démocratie. Je vous le dis très simplement, mais vous voyez, il va accepter tout le temps on le verra au moment de sa reconnaissance et les autres reconnaissances ensuite, d'être secrètes pour que les Polynésiens ne soient pas au courant de ce qui se trame. Et d'une certaine façon, il bénéficie de ce changement de paradigme parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, quand même, vous me faites un petit oui de la tête, Théva, oui. La citation, vous voyez, Tamari Tahiti, qui n'est pas un journal d'opposition, qui est un journal proche des milieux catholiques et plutôt gaulliste, écrit d'une certaine façon que le secret est normal. C'est-à-dire qu'on est en février 63, c'est depuis depuis juillet 62 27 juillet 62 que le site est décidé, et en février 63, les éléments précis d'information nous manquent, les milieux officiels pratiquent une très compréhensible politique du silence. Maintenant, venons-en au deuxième temps, qui est évidemment ce qui nous intéresse le plus. Quels sont les critères pour choisir un site? C'est d'abord des critères techniques, mais qui sont toujours pondérés par d'autres enjeux, notamment politiques, qui eux-mêmes ne sont pas stables. Alors, rapidement, un premier site est cherché, vous savez, en 57 et va aboutir, après que la Polynésie a été considérée mais rejetée pour différentes considérations, notamment parce que les avions à l'époque, c'est pas tellement la question d'un aéroport, c'est la question des avions qui ne sont pas capables de faire un Paris Pointe-à-Pitre et un Pointe-à-Pitre Polynésie française. Or, il ne faut pas que les engins puissent se poser sur un territoire non national. Donc la Polynésie est complètement mise de côté en 57 après avoir été considérée comme d'autres, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, etc. Et à partir de 58, alors que le site de Reagan en Algérie est déjà construit, on commence à chercher un nouveau site souterrain pour des raisons plutôt politiques, c'est-à-dire avoir moins d'opposants au tir parce qu'ils seront confinés. Et là, ce qu'on voit, Thierry commence à être présent, il vient de commencer sa carrière nucléaire, il vient de rejoindre le général Ayret. D'ailleurs, lui qui était colonel va grimper en une décennie tous les grades possibles et se retrouver général d'armée aérienne, c'est-à-dire avec ses 5 étoiles, parce que très clairement, le nucléaire est un coup de pouce pour la carrière. Et là, on le voit, je ne sais pas si vous voyez, tous les sites souterrains sont considérés notamment en métropole. Et Thierry va décider, il va jouer un rôle vraiment important, je ne rentre pas dans les détails, dans le fait qu'on va choisir plutôt en Algérie. Alors on en tire les conclusions qu'il veut, mais pas en métropole. Il pense que ça sera plus simple de faire un deuxième site en Algérie, après celui de Reagan, à Ineker, pour un site souterrain, mais techniquement ça n'a rien à voir avec les puits verticaux qu'on aura à Moroa, c'est des galeries en colimaçon dans des collines. D'ailleurs ça ne marche pas du tout. En tout cas, le CEA, à ce moment-là, manifeste très clairement, on le voit dans les archives, son désaccord sur un processus de décision où les ingénieurs sont mis de côté par les militaires, notamment par Thierry. Puis, la volonté, comme je vous le disais, du général de Gaulle en mai 60 d'avoir la bombe H conduit à chercher un nouveau site qui pourrait permettre faire la bombe H le plus loin possible de la métropole. À partir de là, on se met à parler de sites lointains. Ce site lointain, qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être de deux façons. Je vais vous mettre tout de suite la carte. On cherche dans 3 endroits. Et vous voyez, donc Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, aussi au Kerguelen, j'y reviendrai. Mais s'il est atmosphérique, il peut être aussi bien, c'est les petits points rouges, terrestres, sur un petit atoll ou une grosse île, mais il peut être aussi purement navalisé. Ça, on l'a complètement oublié, mais techniquement, c'était possible de faire des tirs, éventuellement, sur un bateau qu'on sacrifiait. Et évidemment, là, on pouvait se mettre aussi loin qu'on voulait des populations riveraines. Donc ça vous montre que le critère technique pèse quand même beaucoup, puisque, pourquoi on n'a pas retenu ça, alors que d'un point de vue environnemental et sanitaire, c'était ce qu'il y avait de mieux? Parce que les mesures auraient été moins précises. Bon, en gros, on a 4 types de tirs qui sont identifiés comme possibles à ce moment-là. Souterrain, mais ça paraît trop compliqué vu les moyens techniques de l'époque. Un ballon captif à 500 mètres, ce qu'on fera à partir de 67 ici. Au niveau du sol ou au niveau de la mer, ce qui sera le cas finalement la première année en 66. Ou carrément, ce qui sera abandonné, sauf pour ce qu'on appelle des tirs de recette, c'est-à-dire quand on essaye vraiment l'arme avec un avion, un tir en altitude par avion téléguidé. Donc on parle déjà de drone à l'époque, même si ce n'est pas le mot, c'est la notion. L'adieu au Kerguelen. Les Kerguelen ont la faveur des ingénieurs du CEA pour faire des tirs confinés dans une région où il n'y a pas beaucoup de choses autour et où les conditions géologiques sont idéales. Eh bien, Thierry va tout faire pour écarter cet endroit et donc favoriser ces trois zones. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, le CEA propose, et le général Thierry est attentif à cette idée, un site dit bivalent, c'est-à-dire lointain, où on pourrait faire
des tirs qui seraient, je ne sais pas si vous voyez l'archive que je vous remets, elles sont toutes déclassifiées, enfin c'est toutes des archives où il y avait des secrets défense, etc., qui peuvent être soit aériens, soit marins, aériens étant quelques centaines de mètres au-dessus de la mer. Et éventuellement, à terme, souterrain. Donc l'idéal serait un site qui pourrait combiner toutes les techniques. Et c'est ce que deviendra finalement Montrouge-Roy à partir de 1975. Tous ces critères explicités techniques aboutissent plutôt à l'idée d'un site navalisé au large de la Réunion. Vous voyez, on parle par exemple en septembre 61, un site marin au sud de la Réunion avec comme base vie flottante l'ex-cuirassé Jean Bart. Et l'idée donc ce serait de sacrifier un navire. Comme je vous le disais, c'est plutôt des questions techniques qui ont donc prévalu sur l'humain, si j'ose dire, qui ont écarté cette idée. Mais si vous prenez les critères et qu'on en reste sur le technique, vous voyez, vous avez la zone de la Réunion tout vert, tout est bien. En Polynésie, c'est déjà plus mélangé, et la Nouvelle-Calédonie paraît encore moins bien. Donc les critères techniques ne suffisent pas à tout expliquer. Là, c'est un zoom par rapport à la carte de tout à l'heure, où vous voyez tous les territoires qui ont été envisagés. Ils n'ont pas forcément été explorés très loin dans le détail, mais on a donc une cartographie qui répond à des critères techniques, et ces critères techniques ne suffisent pas à expliquer le choix. Pourquoi est-ce que finalement la Polynésie va remonter? Eh bien, il y a des critères implicites. Alors, c'est les plus difficiles à documenter, à prouver, mais très clairement, avant la décision du CEP, il y a dans les archives une préoccupation rémanente qui explique d'ailleurs la création de l'aéroport décidé au tournant 56-57, c'est l'inquiétude que la Polynésie se sente marginalisée, oubliée par la France et qu'elle se tourne vers les États-Unis. On voit par exemple le bureau d'études, on peut dire un peu les services de renseignement du gouverneur, qui disent qui psychotent carrément, qui sont dans des représentations un peu délirantes d'un plan bien établi des Américains qui voudraient mettre la main sur la Polynésie française. Alors, c'est pas un critère qui est le seul, mais c'est un critère qui pèse. Ceci dit, c'est un critère qui pèse peut-être de moins en moins, d'après le gouverneur Grimald de l'époque, qui est assez amusant, qui dit qu'à partir du moment où les Polynésiens n'ont plus rêvé des Américains, mais les ont vus, c'est-à-dire à partir de l'ouverture de l'aéroport, ils ont un petit peu déchanté par rapport à l'image qu'ils s'en faisaient. Deuxième critère implicite, et là, je crois que c'est quelque chose qui peut paraître léger, presque insolent, enfin désagréable de dire ça, mais malheureusement ça a pesé, c'est le goût de l'exotisme et le goût de la vaïnée de la part du militaire, très clairement. Les sources orales nous le disent. Un ancien directeur des applications militaires m'a très clairement dit que lui, il en pinçait pour les Kerguelen et que les militaires trouvaient ça beaucoup plus agréable d'aller faire exploser la bombe en Polynésie plutôt qu'au Kerguelen. Si vous prenez, je vais vous montrer une petite image parce que malheureusement je n'ai pas la vraie, mais j'ai retrouvé quasiment la même. Vous prenez la brochure que les armées éditent pour les officiers qui partent, vous avez un dépliant touristique, on a l'impression qu'il n'y a pas de tanné en Polynésie. Il n'y a que des vaïnés. C'est extraordinaire. Sur toutes les photos, c'est toujours des femmes dénudées. Alors on ne voit pas très bien quel est le rapport, enfin dénudées, voilà, de ce genre. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez me dire, ouais, vous êtes en train de reconstruire le truc, à partir d'un témoignage ou deux. Non, on voit très bien, notamment dans le fait que les officiers militaires, mais aussi les cadres CEA, vont obtenir, ce qui n'était pas prévu au départ, des villas pour faire venir leur famille. Et les archives militaires montrent à plusieurs reprises que c'est une demande. Parce que si on fait partir un homme célibataire tout seul, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer avec les vaïnés. On voit vraiment le désir des épouses de rallier le chef de famille soumis aux tentations de Tahiti. Donc très clairement, cet imaginaire, ça peut paraître léger, mais ça a pesé, je pense, dans le choix de la Polynésie. De Gaulle lui-même, lorsqu'on lui demande, lorsqu'il se renseigne un peu sur qui est-ce qu'on va envoyer en Polynésie, il dit ça va, tout va bien, il n'y a pas d'histoire de femme à son propos. On dit toujours ça lorsqu'il s'agit de nommer quelqu'un, en particulier à Tahiti, et puis ça se révèle souvent faux. Donc voilà pour des critères implicites. Mais il y a un autre critère implicite qui est peut-être encore plus lourd et plus prégnant dans le choix, c'est le stigmate du Pacifique. C'est-à-dire quand on choisit le site, quand on choisit de faire péter la bombe sur un atoll, quand on anticipe les oppositions, quand on construit le site, quand on envisage la politique de sûreté, c'est-à-dire comment on va éviter des contaminations, à chaque fois, les Français disent « oui, ça on sait que c'est possible parce que ça a déjà été fait dans le Pacifique ». Ce que j'appelle le stigmate Pacifique, c'est le fait que des Américains, depuis 1946, puis des Anglais, aient fait péter des bombes dans le Pacifique. Tout ça va légitimer, préparer l'idée même des décideurs et se dire que ça sera accepté par les autres, c'est-à-dire par les riverains, les puissances étrangères, ou par les Polynésiens, puisque après tout, ça a déjà eu lieu. Donc vous voyez, une série de citations qui vont de 61 jusqu'à 64, je crois, qui montrent l'importance du précédent, ce que j'appelle le stigmate.
Et même, ce qui est assez amusant, c'est que dans la première publication officielle des militaires qui justifie la création du CEP, on voit explicitement dit, en fait, si on construit le CEP, c'est à cause des Américains et des Anglais, puisqu'après tout, ils avaient déjà fait leur CEP sur place, ils avaient qu'à nous le prêter, et on n'aurait pas construit le CEP. Je ne vais plus rentrer dans le détail parce que j'en ai pas le temps et qu'il y a d'autres choses importantes à vous dire et il me reste 5 minutes pour ça. Mais en tout cas, au Conseil de défense du 26 janvier, on élimine la Réunion et on restreint le choix à la zone Pacifique, malgré les critères. Et on en vient donc à cette fameuse troisième et dernier point, la reconnaissance de février 62, un choix qui se fait dans le plus grand secret. C'est-à-dire que Thierry arme un avion de l'aviation civile, part sous une légende, comme on dirait aujourd'hui au bureau des légendes, c'est-à-dire il n'est non pas un général, mais quelqu'un de l'aviation civile qui va chercher des terrains de déroutement. Et il prend que des copains, des gens avec qui il a fait la guerre, en qui il a confiance. Il prend aussi un vrai gars de l'aviation civile, et il joue, vous voyez, avec ce secret, ça l'amuse. Et il fait cette grande circumnavigation qui rejoue un peu d'une certaine façon, pardon, je vais un peu vite, celle de Bougainville ou de Dupétoire, etc. Donc ils font, avec plein d'étapes, d'ailleurs ils se font reconnaître à Los Angeles, voilà, et ils font une reconnaissance aérienne, purement aérienne en Polynésie, et aérienne et navale, vous voyez quand c'est le trait bleu, en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance, elle mobilise tous les critères, mais ce que je pense être finalement le critère ultime qui arrache la décision de Thierry, qui a des échanges avec les gouverneurs des deux territoires, c'est l'idée que l'opinion publique va moins tiquer en Polynésie qu'à Nouméa. Parce que la scène médiatique, les relais politiques qu'ont les Calédoniens à Paris ne sont pas les mêmes qu'en Polynésie. Et donc, Thierry, puis son numéro 2 qui renvoie, donc ça c'est en février-mars, et donc il y a une deuxième mission de reconnaissance qui est plus fine en mai-juin 62, va cette fois dire la même chose. Il y a plus d'agitation à craindre en Nouvelle-Calédonie et chez les voisins australiens. À partir du moment où on décide, le 27 juillet 62, de construire en Polynésie, eh bien, on construit toute une rhétorique de justification qui est ce qu'on pourrait appeler la construction sociale du désert. On donne à voir que c'est désert, qu'il n'y a personne en Polynésie. Vous voyez ces cartes, c'est les cartes de l'époque ou qu'on a recomposées exactement d'après des documents d'époque. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est que cette logique est en partie intériorisée par les élites polynésiennes qui en font un moyen de négociation. Vous voyez, le vœu de l'Assemblée territoriale, le 4 février 63, met l'accent sur le service que la Polynésie, par sa configuration géographique, donc elle admet d'une certaine façon qu'il y a une forme de déterminisme géographique, ce qui ne ferait pas plaisir aux géographes aujourd'hui, qui par ailleurs est un lourd obstacle à sa croissance, peut rendre à la nation. Autrement dit, très bien, on est un désert, mais si on est un désert, il faut nous donner de l'argent pour nous désenclaver, et donc si vous nous choisissez, il faut une compensation. Mais cette logique du désert, elle est en partie cynique. On le voit bien avec cette phrase de Salmon, qui était donc ce marin polytechnicien qui est parti avec Thierry, et qui dit très clairement que ce qu'il va choisir, c'est Moruroa, même si les Gambiers sont pas loin, parce que c'est plus simple et que ça coûtera moins cher que d'autres atolls qui sont plus isolés, mais c'est compliqué. Il y a une mauvaise passe, il y a de la houle, et donc on va contourner les difficultés logistiques et prendre le risque d'être plus proche à Moruroa des Gambiers. Ce document que j'ai trouvé tout récemment, il montre bien quand même que dans la balance, à chaque fois, eh bien, les populations ne pèsent pas le plus lourd. Ce choix, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails et être trop pointilliste, mais ce choix, il me reste 3 minutes, ce choix, il est d'abord imprécis, c'est-à-dire qu'on a ciblé une zone, mais on pense que ça va être les Gambiers, la base arrière. On ne parle pas du tout de Tahiti, encore moins de Hao à ce moment-là. Le choix de Gambier est récusé par la deuxième reconnaissance de Durkos, qui montre très bien, parce qu'il comble le vide des savoirs hérités de l'époque coloniale. Personne ne s'intéressait au Tuamotu. Et donc Durkos refait une reconnaissance, et il en revient en faisant la première carte avec les relevés hydrographie de Moruroa. Il dit, OK, Moruroa, ça colle, je confirme. En revanche, les Gambiers, ça ne colle pas. On n'arrivera jamais à faire un aéroport là-bas, c'est trop compliqué. Bon, vous voyez que c'est pas vrai. Mais en tout cas, on récuse les Gambiers, et à partir de ce moment, on commence à chercher autre chose. Durkos a très vite repéré Hao, mais surtout, on se met à penser à Tahiti comme une base arrière. Et cette idée que Tahiti est une base arrière rejoint l'idée qui m'est chère d'un deuxième contact. C'est-à-dire que De Gaulle dit, mais très bien, c'est un mal pour un bien, on va être plus présent, on sera à Tahiti, et on va remettre les Polynésiens dans cette aventure, dans le sein de la France, et on va éloigner le péril de la séduction américaine. Et du coup, Thierry lui-même comprend qu'il a un nouvel argument pour défendre Tahiti. Il dit effectivement, il y a peut-être une certaine agitation locale à Tahiti, mais le fait de s'intégrer dans l'économie du pays, d'être présent, présentera certains avantages pour les Polynésiens. Et voilà l'idée que la nucléarisation, ça ne sera pas seulement Moruroa, ça ne sera plus les Gambiers, mais ça sera Hao et Tahiti.
Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je pense que vous en doutez. Tout ce processus est non seulement secret, mais et militaire, mais les autorités civiles jouent le jeu. Le gouverneur Grimald expulse les journalistes, cadenasse l'information, retient les télégrammes d'information pendant tout ce processus qui va donc du printemps 62 jusqu'au début de l'année 63, tout en préparant une campagne de propagande. Et à chaque fois que Thierry le voit, ou Durkos, Grimald lui met dans la main, voilà une liste de courses, c'est-à-dire de services que vous allez rendre au territoire. On voit déjà la fameuse route traversière qu'on attend toujours. Donc les choses sont à peu près stabilisées, mais pas complètement. On a encore une dernière hésitation en 63, parce que Thierry, en juillet 62, veut avoir déjà les crédits pour fabriquer sa piste, etc. Et De Gaulle a l'air d'être encore un peu hésitant. Et quand on décide d'ouvrir les crédits, cette fois on n'ira plus en arrière, on revient à ce fameux stigmate du Pacifique. Thierry reparle de Bikini, d'Eniwetok ou de Christmas. Pour terminer, j'arrive au bout. Ce processus de décision, il est tellement compliqué que dès le début, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On parle de 70, parfois certains disent que ça ne va même pas durer au-delà de 70. On parle de la date pivot de 72, 73. Est-ce qu'on réinvestit sur le site? Est-ce qu'on va chercher autre chose? Dès 63, le CEA commence à se dire est-ce qu'on a bien choisi? Est-ce que le site sera vraiment bivalent? Est-ce qu'on pourra faire du souterrain? Et dès 66, la première campagne qui ne se passe pas très bien, le CEA est prié d'aller rechercher de nouveaux sites souterrains. Et on recommence ce que j'appelle le carrousel impérial. On refait défiler avec des nouveaux endroits. Ineker, est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger le bail de 62-67? Les Montibesti, la côte française des Somalies, on reconsidère les Landes, la Corse dont on avait aussi déjà parlé, etc. Et puis on va chercher dans différentes îles de Polynésie la possibilité, notamment en Marquise, mais aussi à Toubouaï, de faire des puits. Et finalement, au Conseil de défense de 67, vous avez vraiment Pompidou qui est outré parce que le site est fonctionnel depuis 1 an et demi et on parle déjà de rechercher au Kerguelen. Vous voyez, la boucle est bouclée. Finalement, le CEA d'Am avait peut-être raison. Ce serait plus simple de faire le site en souterrain au Kerguelen. Et là, De Gaulle dit pas de regret. S'il faut aller au Kerguelen, on ira au Kerguelen. Mais ce qui était important, c'était aussi la dimension politique. On est en Polynésie. Au Kerguelen, si on y est, on fera juste des tirs. Il n'y aura pas de deuxième contact avec les goélands ou les sternes, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais avec les Polynésiens, on a un enjeu politique. Donc, voilà, on va reparler, j'espère que c'est quand même pas moi directement, Dieu merci, donc vous allez avoir droit à une petite pause, un autre timbre de voix, ça vous reposera les oreilles, mais il y a un autre débit. Retenez que Thierry, à partir du moment où il a imposé son choix, va aussi obtenir d'être directement relié au ministre. Il va court-circuiter l'état-major, il va être directement dépendant de Mesmer, et cette autonomie qu'il a affirmée dans le processus de choix, on la retrouvera dans le processus d'explosion des premières campagnes de 66-67, et on en reparlera tout à l'heure, et on verra que son autonomie est peut-être un peu périlleuse, désolé d'avoir très légèrement dépassé. Non.